Alors, je pense qu'on va tranquillement pouvoir commencer la présentation. Alors, bienvenue à tous donc à notre webinaire sur SAFE, le dernier de la saison. Avant de laisser la parole à Patrick et Frédéric, je vais juste vous rappeler quelques consignes, entre guillemets, pour la bonne tenue du webinaire. Donc, si jamais vous avez des problèmes techniques, vous pouvez écrire dans le chat et puis on va vous assister au mieux. La présentation va durer une quarantaine de minutes avec une période de questions à la fin. Pour les questions, merci de les poser dans le Q&A, le QNR de Zoom et non dans le chat pour que ce soit plus facile pour Patrick et Frédéric de pouvoir y répondre une question après l'autre. Et enfin, un courriel vous sera envoyé demain après le webinaire avec la possibilité de revoir la présentation et de pouvoir télécharger également le PDF du webinaire. Donc, je vous laisse la parole, Patrick et Frédéric, et puis bon webinaire. Merci. Frédéric, tu veux te présenter en premier ou Oui, pas de problème. Je pense qu'on a essayé d'y aller avec quelques infos sur nous deux à la prochaine slide, là. En fait, Frédéric Aubry, moi, je suis en fait formateur. Je donne plusieurs cours chez Technologia et chez d'autres clients aussi, que ce soit en gestion de projet agile ou que ce soit au niveau de SAFE, de Scale Agile Framework. Donc, il y a plusieurs formations disponibles, comme celle de Scrum Master, Product Owner, le Leading Safe. Donc, c'est typiquement le genre de formation que je donne. Je suis aussi coach dans les grandes organisations pour aider justement les acteurs de ces grandes organisations-là à être plus agiles. Et puis, sinon, j'ai plusieurs certifications. J'ai une certification de Project Management du PMI, une certification, pardon, SPC, qui est le Safe Program Consultant, là, qui a été mise par Safe. Et aussi, je détiens un baccalauréat en administration des affaires que j'ai fait il y a une quinzaine d'années à l'Université Laval. Donc, pour la parole, Patrick. Oui. Moi, mon background, j'ai un peu plus de handicap que Frédéric, parce que d'abord, je suis un maudit français, mais je me soigne à Montréal depuis 25 ans à peu près. De la gestion de projet, que ce soit en agile ou en LFO. Je suis aussi coach, chargé de cours à HEC, puis je donne des cours aussi dans différents environnements. Donc voilà, un peu dans les mêmes domaines de technologie que Frédéric. Je ne suis pas encore formateur Technologia, parce que c'est mon premier webinaire pour Technologia. Ok, excuse-moi, j'avais pas. Tu veux passer à travers l'agenda ou je peux passer à travers l'agenda? L'agenda, donc une petite introduction. On va regarder les valeurs et les principes de SAFE. Des compétences clés qui sont valorisées par SAFE. On va voir les différentes configurations de SAFE avec Frédéric. Moi, je vais prendre plus la partie valeurs, principes et compétences. Essential SAFE, pardon. Une conclusion, on va prévoir une petite vingtaine de minutes de questions et réponses vers la fin. Je vais en fait utiliser pas mal le site web de Scale Agile Framework et Frédéric aussi. Donc, on va alterner entre la présentation et le site web. Donc, le PDF que vous recevrez va contenir la présentation elle-même, mais le site web est bien sûr disponible directement. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Frédéric, je démarre directement. Je démarre par quelque chose peut-être d'un peu personnel dans la gestion de projet de façon traditionnelle. On a eu l'habitude de travailler un peu par vague, donc avec un futur relativement prévisible, et puis de planifier un petit peu moins finement, ce qui est un peu plus lointain dans le futur, tout en gardant bien sûr des jalons
proche et très visible pour nous guider dans nos projets. Mais en fait, on est passé, on a vu que ces méthodes-là ne fonctionnaient pas forcément très très bien, on n'avait pas de prévisibilité très fine. Donc, quand on est passé à l'agile, en fait, on a changé le paradigme et dans toutes les méthodes agiles que j'ai vues, en fait, on a à peu près la même chose en commun. Il y a des choses qui étaient fixes en waterfall, notamment le périmètre, et on déterminait un budget et un calendrier, mais avec une qualité peut-être un peu pas forcément exceptionnelle. En fait, le changement de paradigme, il est qu'on a un calendrier et un budget fixe. En fait, en général, quand on fait nos budgets annuels dans nos organisations, c'est relativement fixe. Et en fait, on va élaborer nos livrables de façon progressive et continue. Ça, c'est dans toutes les méthodologies SAFe, en général pour une bien meilleure qualité que celle que l'on obtenait auparavant. SAFe, c'est quoi? Donc, en fait, c'est vraiment un ensemble de pratiques que l'on va pouvoir utiliser pour passer à l'agile, mais à l'échelle. Parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est que passer à l'agile dans différentes équipes, c'est une chose, mais on a quand même un certain nombre de frustrations quand on veut organiser les choses dans une organisation, je dirais, d'envergure. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on va implémenter pour passer à l'échelle. Lean, Agile, DevOps, ça va être les grands thèmes que l'on va voir. Dans les valeurs, je vais appuyer surtout sur l'alignement. L'alignement, c'est vraiment important pour que justement on puisse avoir une homogénéité dans les actions qu'on a dans les différentes équipes. La transparence va être extrêmement importante pour la communication à travers les équipes. Built-in quality, on va le voir un petit peu plus tard. Program execution, ça aussi, c'est des choses qu'on va voir un peu plus dans le détail, un petit peu plus loin. Les principes que l'on utilise, il y en a 10, un peu comme les 10 commandements finalement. Take an economic view. Le premier principe, en fait, il est clair que nos décisions doivent essayer de donner de la valeur maximum dans un temps minimum, en équilibrant certaines notions que l'on se doit de compenser. Les risques associés aux initiatives, le coût associé au retard de livraison des solutions, ce que SAFe appelle le cost of delay, ainsi que tous les autres coûts que l'on intègre classiquement dans des analyses de solutions. Apply System Thinking, by the way, la quasi-totalité du matériel qu'on vous présente est en anglais, donc on va faire un petit peu de franglais. Apply System Thinking, beaucoup d'auteurs dans le passé ont bien intégré le fait qu'améliorer des parties de système n'améliore pas vraiment le système en entier. Donc, ce principe ici s'applique au système en évolution, aussi bien qu'au système en production, mais aussi aux organisations internes. Donc, on considère que les organisations sont des systèmes que l'on doit aussi améliorer. Assume Variability, Preserve Options. De façon traditionnelle, les projets se trouvent à passer par des points de contrôle objets, un petit peu des checkpoints Charlie. Vous avez sûrement vécu ça dans des projets dans le passé, peut-être que vous le vivez encore. Ça amène à figer dans le temps des solutions et d'éliminer, excusez-moi, on va éteindre ce téléphone. Et, excusez-moi, et cette méthode n'amène pas vraiment de valeur, elle est un peu fallacieuse en fait, car ces portes, ces gates sont souvent associés à des documents de valeur plus administratifs que réels.
Donc, la position de Safe, c'est d'essayer de garder le plus d'options possible durant le développement de solutions. Built incrementally with fast integrated learning circles. On va voir un petit peu plus tard avec Frédéric les artefacts, les cérémonies qui découlent de ces principes. Mais une chose qu'il faut prendre en compte et garder en tête, on va livrer en fait des MVP, on va livrer des prototypes aussi pour tester des choses sur le marché et des fonctionnés à haute valeur ajoutée, bien évidemment, ça c'est l'objectif ultime, mais aussi des infrastructures qui vont supporter ces éléments de valeur stratégique. Donc, tout le cycle qui est conçu dans Safe intègre le tout, doit intégrer le tout. Et bien sûr, si on veut des cycles courts, c'est surtout pour adresser les risques le plus en amont possible et d'avoir une meilleure prévisibilité. Bale's milestones on objective evaluation of working systems. En fait, on verra aussi en détail avec Frédéric, mais il est crucial que nos cycles cristallisent de la valeur par des démonstrations. C'est capital, la démonstration est capitale dans notre... J'accélère d'ailleurs Frédéric parce que je vois que le temps passe. Bale's milestones on objective evaluation. Visualize and limit WIP. Dans une optique d'agilité à l'échelle, on ne parle plus vraiment de projet temporaire, on va plus parler d'un flux continu de valeur que l'on doit maintenir. Et ce que l'on veut faire, c'est avoir un moyen qui visualise clairement le travail qui est en cours, que l'on puisse utiliser ces visualisations pour régler les enjeux qui sont en cours et appliquer le vieil adage de Dean Leffingwell, le créateur de Safe, stop starting, start finishing. Donc, c'est l'essentiel de ce que l'on veut faire. L'autre principe, le principe numéro 7, on va appliquer une cadence et on va synchroniser entre les différents domaines parce que la valeur qu'on doit ajouter, les solutions qu'on doit construire dépassent de simples domaines. Donc, quand on veut passer à cette échelle plus grande, il faut qu'on ait ce cross-domain qui soit appliqué. Et encore une fois, ça va nous ajouter une bien meilleure prévisibilité, donc une bien meilleure pression sanguine pour nos exécutifs. Unlike the intrinsic motivation of knowledge worker, un knowledge worker, c'est en fait quelqu'un qui en connaît plus que son boss. Donc, dans ces contextes-là, les principes de management de ressources humaines, on va les appliquer un petit peu différemment parce qu'on va devoir, pour obtenir l'engagement et la motivation de nos knowledge workers, appliquer des principes, notamment l'autonomie, parce qu'on veut diminuer leurs contraintes, la maîtrise de leurs compétences et faire du sens. Il est important que nos knowledge workers et le fait de contribuer à un objectif plus grand que l'équipe est important et est un élément de motivation. Decentralized decision making, c'est un autre principe qui est assez fondamental. Il faut rapprocher la décision de l'endroit où l'information se trouve. C'est fondamental et en plus, à partir du moment où on prend des décisions loin de l'information, où elle est positionnée, on occasionne des délais. Et les délais, c'est une des pires choses que l'on veut éviter, bien sûr, dans une optique lean. Optique lean, ça m'amène à parler de Organize Around Value, bien évidemment. Ça rappelle un peu le premier principe, Take an Economic View. Donc, on va tout organiser par rapport à des flux de valeur qui sont fondamentaux dans Lean. OK, on passe aux prochaines choses. Un autre
concept, entre guillemets, où il y a une liste de 7 compétences qui sont vraiment fondamentales dans SAFe. Il y a des compétences qui sont plus stratégiques et des compétences qui sont plus tactiques ici. Je vais peut-être en présenter juste une ou deux. On n'a pas le temps vraiment d'aller dans le détail, mais c'est intéressant et je vais en profiter pour vous montrer le site web de Scaled Agile Framework. Excusez-moi. Donc, si vous utilisez Scaled Agile Framework et que vous pouvez y aller live si vous voulez, vous avez un magnifique tableau qui paraît très, très compliqué, qui constitue l'essentiel de la méthode. L'intégralité des éléments se trouve ici. Tous les éléments sont cliquables et vous avez différentes configurations que Frédéric vous montrera. Et en fait, lui utilisera Essential. Vous avez un overview ici qui vous reprend ces compétences, toutes organisées autour du client, bien évidemment. Dans ces compétences, vous en avez certaines qui sont plus importantes que d'autres. Je vais passer dans Essential. Vous voyez qu'ici, en fait, Frédéric reprendra certaines choses. Les compétences se retrouvent ici. Par exemple, ici, pour Agile Product Delivery, j'ai un certain nombre d'éléments qui sont importants et qui vont reprendre aussi certains principes dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, excusez-moi. Par exemple, ici, c'est toutes les compétences, elles sont au nombre de 7, elles vont s'appuyer sur 3 valeurs ou 3 concepts qui seront intéressants. Ici, par exemple, Design Thinking Activities, on va devoir, comment dire, quand on a un problème à résoudre, on va utiliser les méthodes de Design Thinking qui sont classiques pour obtenir un résultat qui soit durable. Je vais revenir sur ici d'autres valeurs qui sont importantes. Par exemple, ici dans Team Agility, Dual Team Quality va être un élément qui est vraiment fondamental, puisqu'on sait que depuis William Deming, on sait que inspecter les livrables, ce n'est vraiment pas une solution intéressante. C'est trop tard, une fois qu'on a fabriqué nos livrables, de faire une inspection. Il est bien plus intéressant de faire un contrôle en amont. On veut diminuer le risque de faible qualité dès le départ, notamment avec un certain nombre de caractéristiques, ce qu'on appelle le definition of done, qui est assez connu dans le monde de l'agile, l'automatisation, collective ownership, notamment. Très important d'avoir un sentiment d'appropriation collective de ce que l'on livre. Pairing and peer review, qui est aussi fondamental. Donc, je vous donne un overview, en fait, ici, de SAFe et un peu d'une manière de naviguer dans le site web de Scaled Agile. Donc, on a juste, je dirais, gratté la surface un petit peu, mais Frédéric a pour mission de donner un peu plus de contenu spécifique dans l'agilité à l'échelle. Je te passe la main. Veux-tu que j'arrête de partager? Es-tu prêt, Frédéric, de ton côté? Oui, effectivement. Dans le fond, écoute, j'ai quasiment le goût de te demander, Patrick, de garder la main. Okay. Puis, au pire, je t'indiquerai quand passer à la prochaine diapo. Donc, essentiellement, c'est sûr que Patrick a fait une super mise en contexte. Aujourd'hui, les organisations ont des défis qui sont de plus en plus grands, si on peut dire. Puis, l'agilité, en fait, ce que SAFe propose, c'est un ensemble de bonnes pratiques, de principes qui sont issus, en fait, de plusieurs déploiements dans des grandes entreprises, de choses qui ont fonctionné,
Donc, c'est une base de connaissances qui est super intéressante quand vient le temps de répondre à des besoins qui sont complexes. Donc, de plus en plus, on parle de organisation dans laquelle le marché est hyper compétitif et concurrentiel, puis on doit être capable de prendre des décisions rapidement si on veut s'ajuster, si on veut perdurer au niveau là, du marché. Donc, l'agilité, si on la déploie à grande échelle dans une organisation pour être capable de justement livrer de la valeur plus rapidement, je pense que c'est un outil qu'on a dans notre coffre à outils pour justement répondre à ces challenges-là, à ces défis-là. Maintenant, dans les différentes configurations, si on veut, que SAFe propose, il y en a 4. C'est en fait on peut voir ça comme, admettons, plus on va évoluer dans notre adoption de la méthode SAFe, plus on va prendre de l'expérience, plus on va devenir agile, plus on va pouvoir mettre en place, si vous voulez, les différentes couches, les différentes configurations. Mais avant de courir, il faut apprendre à marcher. Puis, règle générale, ce qui fonctionne bien quand on veut aller de l'avant pour implanter un modèle comme ça, c'est d'y aller avec le Essential, la configuration Essential. Bien entendu, là, il y en a d'autres qui vont nous permettre de travailler en collaboration avec de plus en plus des équipes de plus en plus grandes quand on parle du Large Solution. Quand on parle du portefeuille, ben ça, c'est quand on vient ajouter une couche pour être capable de faire une gestion financière qui est agile, qui est adaptée, qui est ajustée en fonction justement de ce qui se fait par les équipes. Donc, la couche portefeuille aussi est intéressante dans l'optique où elle vient soutenir un peu tout ça là, au niveau de tout ce qui est financier. Maintenant, comme je le disais, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur la portion Essential. Il y a beaucoup de détails à l'intérieur de ça. Puis, malheureusement, il nous reste une demi-heure ensemble. Fait qu'on va essayer d'en tirer le plus avantage possible. Et puis, moi, ce que j'ai le goût de vous parler dans la couche Essential, c'est les différents morceaux qui vont être intéressants pour vous autres. Puis, un des éléments là, fondamentaux dans cette couche-là, si tu reviens juste à la slide précédente, Patrick, puis je te le dirai qu'en passant à la prochaine, tu peux rester là, stand-by. Parce que là, sinon, je vais perdre le fil, mais c'est bien correct. On va y aller avec le Agile Release Train, le ART. Okay? On l'appelle le ART, le Agile Release Train. C'est en fait un train dans lequel vous allez avoir plusieurs personnes qui vont contribuer à réaliser de la valeur. Okay? On va parler d'environ 50 à 125 personnes. Puis, ces gens-là vont être regroupés par équipe. On parle de 5 à 12 équipes. Donc, vous pouvez vous imaginer que de travailler, de s'aligner, de se coordonner, de se synchroniser à 125 personnes, ça va demander quand même une certaine structure pour y arriver. Donc, ce que le modèle Essential propose, c'est un ensemble de cérémonies, c'est un ensemble d'événements qui vont nous permettre justement de faire cet alignement-là, créer cette cadence qui est super importante quand on parle de synchronisation. Pour appuyer un peu tout ça, je vous dirais que oui, il y a des cérémonies, des événements, mais il y a aussi un ensemble d'acteurs qui vont avoir un rôle bien précis à jouer. Donc, pour ceux qui sont familiers avec le cadre Scrum, on a les mêmes, on a les équivalents, on a les mêmes personnes, donc le Scrum Master, le responsable de produit, puis les équipiers agiles. Donc, ça ne change pas. Peut-être, puis on verra un peu plus en détail tantôt, certaines caractéristiques ou certaines responsabilités s'ajoutent à leur rôle, compte tenu qu'on est dans un écosystème un peu plus large. Mais c'est sensiblement la même chose. Pour appuyer un peu ces gens-là, étant donné qu'on est dans une structure un peu plus grande, on va ajouter une couche de responsabilité et d'acteurs supplémentaires. Vous allez retrouver là, le RTE, qui est le Release Train Engineer.
C'est le conducteur, en fait, du train. Hein? C'est le Scrum Master en chef, si vous voulez, là, qui va travailler avec le reste de l'équipe. Il va être appuyé, hein, c'est une triade, il va être appuyé par un Product Management, un Product Manager, qui, lui, va avoir un peu les mêmes responsabilités que le responsable de produit, mais à l'échelle là, du train. Et puis, on a un système architecte qui, lui, va aussi faire partie de cette triade-là, puis accompagner les différentes équipes au niveau de tout ce qui est technologique, au niveau technique, au niveau de l'architecture. Donc, une espèce de guide pour appuyer, pour soutenir les différentes équipes. Maintenant, toujours dans le Essential, ce qui est bien, puis ce qui réussit à créer une sorte d'alignement hein, à travers les différentes équipes, c'est les différents backlogs. Donc, vous le voyez là, sur l'image, on en voit deux. Donc, on a le Team Backlog, qui va être le backlog utilisé par les équipes. Puis, on a le Programme Backlog, qui, lui, en fait, va être le backlog du train, dans lequel on va retrouver des features. Puis, ces features-là vont être réalisées par les équipes qui vont être à l'intérieur du train. Donc, on va utiliser des user stories pour être en mesure justement de réaliser là, les différentes features qui doivent être complétées au niveau du train. Donc, super intéressant parce que ce concept-là de backlog, vous allez le retrouver à tous les niveaux. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs configurations. Bien, quand on ajoute des configurations supplémentaires, bien, il y a toujours une notion de backlog qui embarque aussi pour nous permettre d'aligner hein, tout le travail qu'il y a à faire à partir de justement le portefeuille, l'organisation, les décisions stratégiques, les grandes décisions, les grandes initiatives qui vont être justement les éléments sur lesquels les équipes vont travailler. Donc, les différents backlogs nous permettent de faire ces alignements-là. J'ai fait un petit topo là, de la portion Essential. J'aurais le goût peut-être d'aller à la prochaine slide, puis on va peut-être aller un peu plus dans le détail au niveau du train. Parce que je pense que je le disais tout à l'heure, c'est un des concepts fondamentaux au niveau là, de SAFe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un des challenges qu'on a au niveau de nos organisations, souvent, c'est qu'on est organisé et puis par fonction. Et puis, la valeur, hein, ça crée des silos, puis la valeur doit transiter à travers ces différents silos-là. Comme c'est des silos, bien, souvent, il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes politiques. Ça va créer justement des délais. Puis en ligne, on veut s'attaquer à ces délais-là, on veut les enlever. Donc, ce que SAFe propose dans son modèle, c'est d'arriver avec une organisation virtuelle de gens qui vont avoir toutes les compétences nécessaires pour être capables de livrer de la valeur de bout en bout. Okay? Donc, toutes les expertises que ça me prend là, pour être capable de livrer quelque chose là, qui va répondre à un besoin, bien, ces gens-là, on les rassemble ensemble, puis on les met dans un train. OK? Maintenant, tu sais, on va essayer de respecter quand même certaines règles. On ne veut pas dépasser 50 à 125 individus par train. On veut avoir 5 à 12 équipes environ. Et puis, ces chiffres-là, ben, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont appuyés ou ils reposent sur certaines études qui ont été faites, notamment par Dunbar, un anthropologue, qui a fait justement des recherches sur les capacités cognitives des humains. Donc, c'est un peu appuyé là-dessus. Maintenant, un autre élément clé des ART, des trains, c'est que tous ces gens-là qui travaillent vont travailler sur une même cadence, puis ils vont tous être synchronisés. Donc, on va créer une espèce de time box qu'on va appeler un programme increment. Et ce programme increment-là, c'est d'une durée de 8 à 12 semaines. Donc, pour simplifier tout ça, là, disons environ 3 mois. Donc, à tous les 3 mois, là, il va y avoir un PI. OK? Puis, on va amorcer notre PI avec un PI planning. Puis, je vais en parler de ce que c'est un PI planning. Mais sachez qu'à tous les 3 mois, toutes les équipes
ont un PI. Puis, ces PI-là vont être découpés en plus petites itérations. Donc, on va parler d'itérations de 2 semaines qu'on va retrouver à l'intérieur de nos PI. Et puis, l'objectif de faire ça, oui, c'est de travailler de manière itérative et incrémentale, hein, des concepts qui sont super importants quand on parle d'agilité, mais c'est aussi une opportunité, une occasion pour s'aligner, pour se synchroniser. Dernier élément que je mentionnerai par rapport au train, qui est important de comprendre, c'est que tous les gens qui vont travailler à l'intérieur de ce train-là, ils sont alignés, hein, ils ont une vision, ils ont une mission qui est commune, et puis ils ont un backlog seulement. Et c'est le backlog du programme, le backlog du train, qui va servir un peu là, de porte d'entrée pour tout ce qui va être développé par la suite par les équipes. Fait que je passerai peut-être à la slide suivante où là, on va aborder les différents rôles. OK? Puis, on va commencer par se pencher sur les rôles qu'on retrouve à l'intérieur de chacune de nos petites équipes là, de 5 à 11 personnes qui sont partie intégrante, hein, d'un train, d'une plus grande équipe. Donc, les équipiers qu'on retrouve, hein, à l'intérieur de ces équipes-là, ils sont de 5 à 11. On essaie de rester dans un ratio. En fait, SAFe propose, hein, d'y aller avec un ratio de 5 à 11 joueurs. Pourquoi? Pour simplifier, pour faciliter la communication. Au-delà de ça, ça devient peut-être un peu difficile de travailler ensemble. Je vous dirais aussi que l'équipe Agile va être responsable de créer puis d'affiner tout ce qu'il y a dans le backlog en termes de stories. Hein. Tous les besoins là, qu'on va mettre dans notre backlog d'équipe, on va appeler ça des stories. Puis, il y a des critères d'acceptation qu'on va venir rédiger qui vont nous permettre de déterminer en tant que responsable de produit qu'on accepte ou non le travail qui a été fait par les équipes. Donc, ils vont être responsables de définir, construire, tester, déployer tous ces éléments-là. Ils vont être responsables de s'assurer que la qualité fait partie intégrante du travail qu'ils font. Puis, ils vont développer ensemble des objectifs, hein, des objectifs de PI de 3 mois. Là, on va faire des objectifs ensemble, puis on va focusser là-dessus, puis on va se commettre en tant qu'équipe pour réaliser ces objectifs-là. Donc, ça, c'est pour l'équipe Agile. Maintenant, on a le Scrum Master que vous connaissez peut-être, ceux qui sont familiers avec le cadre Scrum. Donc, on reste un peu dans les mêmes souliers, si je peux m'exprimer ainsi. Puis, ce que je dirais pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ce que c'est qu'un Scrum Master, c'est quelqu'un qui va coacher les équipes pour prendre en charge, hein, leur gestion d'une certaine manière, pour qu'elles s'organisent par elles-mêmes. OK? Donc, la bonne posture à avoir quand on est un Scrum Master, ce n'est pas d'être hyper directif, c'est de laisser plutôt ou de guider l'équipe à s'organiser par elle-même. Dans certains contextes, surtout quand on débute avec des équipes, c'est sûr que c'est bien d'être un peu plus directif, là, mais c'est sûr que ce qu'on cherche à faire, c'est de s'assurer que l'équipe prend en charge son organisation. Maintenant, elle va aider l'équipe à rester focusée. Si l'équipe a des bloquants, elle va probablement essayer d'aider pour éliminer ces bloquants-là. Puis il va s'assurer que tous les événements, parce qu'il va en avoir plusieurs, ces événements-là, ils ont lieu. OK? Donc, il va faciliter ces événements-là, puis il va aussi time-boxer, s'assurer qu'elles sont efficaces et productives. Product Owner, rapidement, juste mentionner que c'est lui qui est un peu responsable de ce que va produire l'équipe. Donc, va maximiser la valeur des éléments qui vont se retrouver dans le backlog en faisant une bonne priorisation, en déterminant les bons besoins sur lesquels les équipes vont travailler. Donc, je t'inviterai, Patrick, juste à passer à la prochaine slide. Les rôles qui s'ajoutent quand on passe à l'échelle, il y a notre fameux Release Train Engineer. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est un peu notre Scrum Master en chef, puis c'est notre conducteur du train. C'est un rôle quand même assez politique. C'est un rôle qui prend beaucoup d'expérience quand même, je vous dirais. Souvent, on voit des gestionnaires de programmes, des gestionnaires de projets expérimentés qui peuvent prendre un rôle comme ça, des coachs agiles.
va vraiment veiller à la performance des équipes à l'intérieur du train, s'assurer que tout fonctionne bien. Product Management, un peu le pendant du RTE, mais au niveau du contenu des backlogs, des produits, des besoins qui vont être réalisés. Donc, c'est important de bien comprendre son marché en tant que PM, Product Manager. C'est important de bien prioriser aussi les différents éléments. SAFe propose une technique, le WSJF, pour justement bien prioriser le travail qui va être partagé aux équipes. Vous avez le système architecte, espèce de guide au niveau technique, au niveau architecture, pour supporter les équipes, s'assurer que tout ce qui est fait, hein, il y a une certaine coordination et puis une certaine cohérence avec ce qu'on essaie de mettre en place au niveau de l'organisation. System Team, j'en avais pas parlé encore jusqu'à maintenant, mais sachez que, écoutez, vous avez 5 à 12 équipes à l'intérieur d'un train qui vont construire différents morceaux d'une solution. Ces morceaux-là, ils doivent être intégrés. OK? Super important de faire cette intégration tôt, de la faire souvent, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment mesurer le progrès, l'avancement. C'est en s'assurant que les différents morceaux sont intégrés. Ces morceaux-là fonctionnent. On réduit les risques aussi, plutôt que de découvrir tout ça à la fin, comme dans une approche un peu plus waterfall. Business owners, vous voyez là un peu comme vos sponsors, des gens qui doivent être impliqués, qui doivent être sur le terrain, qui doivent prendre les décisions d'affaires. Donc, c'est une partie prenante super importante au niveau du framework. Je rajouterais juste peut-être quelque chose sur le product management. WSGF, c'est vraiment une méthode qui est intéressante, surtout parce qu'elle est pas subjective, elle est vraiment objective. Et souvent, la priorisation est un peu trop souvent subjective. Donc, avoir quelque chose de plus objectif possible ajoute à la productivité, enfin, de mon point de vue. Tout à fait. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Puis ces paramètres-là vont nous permettre justement d'avoir des estimations, en fait, qui sont plus un niveau de priorisation qui est plus juste. Écoutez, j'enchaîne avec, je vous disais qu'il y avait à l'intérieur de ce cadre-là plusieurs cérémonies, plusieurs événements. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un peu un double cercle. Puis, à l'intérieur, vous allez avoir les différents éléments ou les différentes rencontres qui doivent être faites à toutes les 2 semaines, donc à toutes les sprints ou les itérations, là, par chacune des équipes. Donc, on commence avec une planification de ce qu'on va faire pour les 2 prochaines semaines. On a des daily stand-up qu'on va faire à tous les jours, un petit 15 minutes, l'équipe. On va se coordonner, on va se faire un plan pour la journée. On va identifier s'il y a des bloquants. Puis, après ça, à la fin du 2 sprints, on va faire une review. Cette review-là, en fait, un des éléments importants de la review, c'est la démo. Puis c'est là où on va démontrer le travail qui a été fait. Donc, la meilleure façon de mesurer le progrès, l'avancement dans un projet comme ça, c'est de voir justement un logiciel qui fonctionne. Donc, c'est via cet événement-là qu'on va réussir à capter cette information-là. Vous allez avoir des sessions de refinement, backlog refinement. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça? On fait juste planifier, on fait juste regarder le contenu de ce qui va être fait dans le prochain sprint. Donc, on prend un peu d'avance. OK? Et on va conclure notre itération avec les deux la rencontre que vous voyez ça, là, ici, pardon, le Iteration Retro. Donc, c'est le moment de OK, ça fait 2 semaines qu'on travaille ensemble, tout le monde. Là. On va prendre un pas de recul. On va regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, puis on va essayer de se faire des plans d'action pour améliorer nos dynamiques, nos processus lors de la prochaine itération. Donc, ça, c'est à l'intérieur. Donc, chaque équipe fait ces événements-là. OK? Mais on travaille là, à l'échelle du train aussi. Donc, toute la couche extérieure, on a un peu l'équivalent, mais au lieu de le faire avec 5 à 11 personnes, ces événements-là, donc juste notre petite équipe, on va la faire à l'échelle du train. Donc, 50 à 125 personnes et plus. Puis, on va commencer avec
le PI Planning. Donc, c'est vraiment un événement fort, je vous dirais, là, du framework. C'est un événement de 2 jours. Où là, ben, tous les gens vont venir participer pour planifier les prochains 3 mois. Puis, je vais y revenir, on a une slide juste après, mais je vais quand même faire le tour là, du cercle avant d'y arriver. Donc, ça, c'est la planification. On va avoir, un peu comme on avait au niveau du daily stand-up, des scrums de Scrum, des PO Sync ou des Hard Sync. Donc, minimum 2 fois par semaine, nos Scrum Masters avec leur RTE vont se rencontrer, essayer de jaser des bloquants, des défis, des problématiques, des enjeux, essayer de résoudre ça ensemble. Les PO vont faire la même chose de leur côté avec le Product Manager. On va même discuter de ce qui s'en vient lors du prochain PI. On a la possibilité de combiner ces 2 événements-là aussi dans un Hard Sync. On va faire ensuite système démo. Donc, ça, à tous les 2 semaines, on essaie de prendre tous les morceaux des différentes équipes, on les intègre, puis on fait une démo à tous de ce qu'on a réussi à produire à tous les 2 semaines. J'ai fait plusieurs mandats d'accompagnement d'équipes qui, justement, utilisaient le framework. Le système démo, des fois, arrivait peut-être pas nécessairement à suivre la cadence, mais au moins, on s'assurait de le faire 2 fois à l'intérieur d'un PI, d'une time box de 3 mois. OK? Il y a aussi le Prepare for PI Planning qui ressemble un peu à notre Backlog Refinement. Donc, on va faire certaines sessions juste pour préparer le prochain PI. C'est un gros événement, un PI Planning. Il y a 125, des fois plus de monde que ça. Ça prend de l'organisation d'une certaine manière. Donc, on fait certaines sessions pour préparer ça. Et on conclut avec l'Inspect and Adapt. Donc, un peu comme la review et la rétro. C'est un événement d'une demi-journée où on va démontrer tout ce qui a été fait pendant les 3 derniers mois. On va voir certaines mesures, certains indicateurs de performance qu'on va revoir ensemble. On va même faire un atelier, un workshop de résolution de problèmes avec des diagrammes d'Ishikawa, la loi de Pareto, ainsi de suite. Donc, on va tout intégrer ces événements-là pour identifier des solutions qui, ultimement, vont nous aider à être meilleurs, à s'améliorer lors du prochain PI. On va aller sur le PI Planning, la prochaine slide. Je voulais juste peut-être vous montrer à quoi ça peut ressembler. En fait, c'est comme un événement qui revient à tous les 3 mois, à chaque PI, donc à toutes les 8 ou 12 semaines. Tous les gens vont planifier ensemble. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'est quand même beaucoup de monde ensemble. Donc, ça doit se faire selon une mécanique bien spécifique. Donc, SAFe nous propose un agenda avec justement tous les points de synchronisation nécessaires pour s'assurer qu'à la fin de notre 2 jours, on a un plan pour les 3 prochains mois. On a parlé de nos risques, on a parlé de nos dépendances entre les différentes équipes, on les a séquencés de la bonne façon, on les a adressés. On a défini des objectifs, on va faire aussi un engagement, un vote de confiance à l'intérieur d'une rencontre comme ça pour s'assurer que ça fait du sens. Donc, la force d'un événement comme ça, c'est que tout le monde est là. Donc, s'il y a des décisions à prendre, ça se fait rapidement, ça se fait facilement. Dialogue en face à face, toujours très, très bien. Ça peut éliminer les problèmes de communication. Maintenant, ça, c'était avant le COVID. Maintenant, depuis le COVID, c'est sûr que moi, j'ai accompagné beaucoup de PI planning dernièrement, puis on les a tous faits en virtuel. Ça s'est super bien passé. Ça va être quand même là pour rester. De toute façon, on le faisait déjà d'une certaine manière. Je ne sais pas si, Patrick, c'est la même chose dans ton cas. Moi, dans les organisations où je suis allé,
On avait des équipes qui étaient délocalisées, donc des équipes en Inde, des équipes en Europe de l'Est. Donc, il fallait de toute façon travailler avec des gens en présentiel, des gens en virtuel. Donc, fallait Sur plusieurs fuseaux horaires. Ouais. Good. Je vois que le temps file. Il me restait peut-être, peut-être la slide. Ouais. Je pense qu'on va arrêter là pour l'instant parce que je veux quand même qu'on se garde du temps pour répondre aux questions. Je sais qu'il y a peut-être une centaine de personnes sur l'appel. Puis, je n'ai pas vérifié encore dans le Q&A s'il y a beaucoup de questions. Mais on peut peut-être regarder ça. On peut passer très très rapidement sur les quelques éléments. Là, on les a passés, donc les principes, les valeurs, le train que tu as trouvé, mais c'est pas intéressant. Peut-être qu'on peut passer à non, justement, roadmap. Patrick, dans le fond, ouais, je vais peut-être les passer parce que je vois qu'il y a juste une question dans le Q&A. À moins que je me trompe, là. Mais ça veut dire qu'on aurait peut-être le temps là, de regarder ça vite. Fait que je résumerai peut-être avec la slide suivante. J'ai quelques points ici qui vont peut-être récapituler puis peut-être ajouter plus d'informations par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Fait que, au niveau du premier bullet point, le premier, les Lean Agile Principles, qu'on a vu, hein, que Patrick a présenté d'entrée de jeu. Toutes les organisations ont des défis, ont des challenges. Okay? Puis souvent, dans ma pratique, quand je vais dans des organisations, tout le monde, nous, on est différents, nous, on est particuliers, nous, on n'est pas comme les autres. Mais en fait, les principes qui vous sont proposés ici sont universels. Donc, peu importe les challenges, peu importe votre unicité en termes d'organisation, si vous appliquez les principes qui sont définis, qui ont été présentés par Patrick, bien, vous avez une bonne chance d'avoir du succès. Puis si on veut se mesurer en termes d'agilité, bien, d'être capable de prendre position sur si on prend les 10 principes, là, puis on regarde le deuxième qui était Apply System Thinking, là, je suis bon là-dedans, moi. Quand j'essaie de résoudre des problématiques au niveau de mon organisation, est-ce que je le fais d'une manière systémique ou je fais toujours un focus sur des petits bouts? Donc, c'est une façon là, de se mesurer et de voir si on est agile ou non. Maintenant, on a vu le concept au niveau 2, hein, de tout ce qui était train, de tout ce qui était équipe. Donc, super important de comprendre qu'au niveau essential, on parle d'un train, 5 à 12 équipes. Mais si on s'en va dans une configuration comme le large solution, ben, on peut être amené à avoir plusieurs trains à l'intérieur, hein, d'un grand train qui vont de manière, si vous voulez, coordonnée, merci, produire une solution encore plus complexe, encore plus grosse. Éventuellement avec des fournisseurs. Avec des fournisseurs, exactement. Donc, très bon point. Troisième point, cadence et synchronisation. Donc, on le voit, hein, sur le schéma ici, là, il y a des petites barres jaunes là, qui reviennent dans chacun de nos PI pour vraiment démontrer que, regardez, c'est des petites itérations. Puis après chaque itération arrivent certains événements comme la planification, comme la revue, la rétro. Et puis toutes les équipes, super important. Oui, la cadence, c'est une chose, mais la synchronisation, c'est impératif. Il faut que ça aille de pair les deux ensemble. Quatrième, on a parlé du PI planning, donc je n'y reviendrai pas nécessairement. Cinquième, le DevOps et puis le Release on Demand. On n'en a pas beaucoup jasé du DevOps, mais sachez que puis même depuis la version 5.1, on a ajouté le DevSecOps. Donc, c'est sûr qu'on va s'appuyer sur ce mindset-là, cette culture-là. On parle beaucoup du Calmer, hein, quand on fait référence au DevOps, bien, comment on intègre justement ces différents éléments-là dans le framework. Puis, je vous dirais aussi qu'un concept intéressant dans SAFe, qu'on n'a pas parlé aussi, c'est le Release on Demand. Donc, on a un train
hein, qui, lui, va faire de l'exploration, va analyser des besoins, va faire de l'intégration, va faire du déploiement en continu. Puis, on a découpé le release, donc le fait d'activer des nouvelles fonctionnalités qui ont été produites par le train, on l'a découpé pour laisser la main à la ligne d'affaires sur quand est-ce que c'est le temps de relâcher certaines affaires, les rendre actives en production. Il y a différents événements du marché, il y a un rythme, donc on va se baser sur ces choses-là au niveau business pour rendre disponibles ces éléments-là, mais en même temps, on ne veut pas empêcher le train de continuer d'avancer. Lui, là, il est parti, il va produire de la valeur. Sixième, je cherche. Système démo. Ah, système démo. On l'a vu pas mal. Oui. Septième, l'Inspect and Adapt, on l'a vu aussi. Je vous dirais peut-être le huitième, le neuvième. Oui, le Architectural Runway. En fait, c'est tous les éléments, puis on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il va y avoir dans nos backlogs, hein, il y a des petites cartes bleues, il y a des petites cartes rouges. Les petites cartes rouges, c'est des enablers. Des enablers, ce que ça nous permet de faire, c'est de créer ce qu'il faut pour être capable de livrer de la valeur. Donc, il va y avoir des éléments techniques, hein, des éléments d'infrastructure. Donc, toutes ces choses-là, voyez-le un peu comme les rails qu'on doit construire pour que le train avance. Donc, il va falloir déterminer ces choses-là puis les construire. Je ne sais pas s'il y avait un 10. Oui, on a nos Lean Agile Leadership. Donc, c'est important pour que ça marche, tout ça, d'avoir un leadership qui est lean, qui est agile. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on voit dans les différentes formations par rapport à ça. Oui, et surtout de les avoir plus engagés qu'impliqués. Hey, je passe à la prochaine slide. On va la regarder vite, là. Ouais. Pour être capable d'implanter un modèle comme ça, puis je vais peut-être conclure avec ça, Pierre, puis les formations qu'on donne, là. SAFe ont fait plusieurs déploiements dans des grandes organisations. Ils ont comme trouvé un peu la recette qui fonctionne bien. Donc, on voit ici une espèce de serpent dans lequel on voit les différents morceaux qu'on doit attaquer, puis les joueurs, hein, qui doivent être impliqués pour réussir à mettre en place un framework comme ça. Puis vous voyez, tout au long là, de cette feuille de route-là, il y a des petits icônes. Bien, ça, c'est un ensemble de formations, de certifications qui vont venir outiller les différents joueurs à bien fonctionner puis à tirer avantage là, de ce framework-là. Donc, chez Technologia, ben, on en offre 3. Hein. Il y a le Leading Safe, il y a la formation pour le Scrum Master, puis il y a la formation pour les Product Managers puis les Product Owners. Donc, une formation super intéressante puis qui vont vous donner quand même une bonne ensemble de 2 rôles qui sont essentiels. Puis un Leading Safe qui, lui, va venir vraiment là, toucher l'ensemble de tout le cadre. Là. Donc, voilà. Je ne sais pas si on a quelques petites questions. Oui, effectivement, je vois qu'il y en a 3. On va peut-être pouvoir y répondre, prendre 5 minutes pour y répondre. OK. Veux-tu en prendre une, Patrick? Oui. De Akershi. Bonjour, beaucoup de cadres de référence parlent de l'identification et de la réalisation de la valeur pour l'organisation. Où se situe la méthodologie SAFe par rapport à l'architecture d'affaires, PISBOK, l'architecture d'entreprise, Lean Six Sigma ou encore le PMBOK? PMBOK, c'est plus une vision projet, alors que SAFe a vraiment une vision valeur, une vision plus Lean. Alors, Lean Six Sigma, j'avoue que je suis perdu un peu dans... J'ai fait un peu de Six Sigma, un peu de Lean, mais Lean Six Sigma, je ne connais pas suffisamment pour en parler. BizBoK, en fait, c'est un peu la même chose que la partie PMBOK. Donc, la partie architecture d'affaires n'est pas couverte dans le détail. SAFe, il convient à peu près à tous les domaines d'affaires.
ça dépasse même le cadre purement TI. Ça, on ne l'a pas abordé du tout dans la présentation, mais c'est clairement SAFE veut aussi se préoccuper d'autres départements que simplement les solutions d'affaires TI. Donc, que ce soit légal, etc., etc. Légal, HR, finance, faire passer les financiers en agile, c'est intéressant d'ailleurs. Mais bref. En fait, je n'ai pas répondu à votre question, à Kashi, je ne sais pas. Ben, c'est une bonne question, mais écoute, peut-être on pourra te revenir par courriel. J'aimerais peut-être prendre le temps de répondre aussi aux autres questions pour qu'on soit équitable dans le temps, là. L'autre, de Philippe, dans le programme Backlog, est-ce qu'on met toutes les tâches du team Backlog ou seulement les jalons à suivre? Dans le programme Backlog, je peux répondre si tu veux, c'est vraiment des features, donc on reste à haut niveau à un certain volume et on va découper dans les team Backlog. Ouais. Donc, on va découper en quoi? Ben, on va découper en stories, en règle générale, ou en enabler stories. Puis, ces enablers-là ou ces stories-là vont être rédigés du point de vue de l'utilisateur. Donc, la formulation que vous connaissez peut-être là, en tant que je veux, afin de. Donc, on va les rédiger comme ça, nos stories. Maintenant, pour être capable de réaliser ces stories-là, ben, on va avoir un sprint planning, un iteration planning qu'on va faire à chaque itération. Puis là, ben, tout dépendamment, hein, il y a des équipes qui vont découper en tâches. Donc, pour ceux qui utilisent, admettons, un outil très connu sur le marché qui s'appelle Jira, ben, on peut créer des sous-tâches hein, à l'intérieur de ce backlog-là pour être capable de suivre et puis d'identifier le travail qu'il y a à faire pour mener à terme là, chacune de ces stories. Là. Et c'est en général à l'équipe en fait, de le déterminer, pas vraiment au niveau backlog. J'ai une autre question qui serait quelles seraient les principales recommandations pour démarrer ce type de pratique dans une entreprise traditionnelle? La réponse facile de type technologie, c'est de prendre la formation, mais ce n'est pas suffisant à mon avis. Déjà, si vous êtes intéressé, allez voir dans le site web, regardez le roadmap qui est offert, scannez un petit peu ce qu'il y a dans le site web pour en prendre un petit peu certains parfums, pour comprendre un petit peu mieux quelle est l'optique. C'est clair que moi, je vais prendre mon chapeau de change manager, entre guillemets, implémenter ça, c'est complexe. Il y a une partie politique qui est vraiment importante. C'est vraiment intégré dans la méthodologie SAFE d'ailleurs. Les meilleurs auteurs sont intégrés dans la méthodologie, que ce soit John Picoto, etc. Donc, il y a une partie change management qu'il faut considérer, donc la partie politique organisationnelle. Peut-être pour ceux qui en veulent un peu plus, je vous dirais, là, une des dernières diapos qu'on a montrées, qui était l'espèce de serpent, l'implementation roadmap, il y a quand même sur le site, puis peut-être qu'on peut partager le lien dans le fil de discussion, Patrick. Ouais. Beaucoup d'informations, hein, par quoi on commence, où est-ce qu'on s'en va. Je vous invite à lire l'article exactement. Au moins, ça vous donnera peut-être une première piste. Mais c'est sûr qu'on aborde hein, dans les formations ces éléments-là, là, puis on vous donne des outils, ainsi de suite. Prochaine question, bonjour et merci. Prochaine, faut-il avoir un cadre de travail ou une structure organisationnelle spécifique permettant de faire de l'agilité à l'échelle, surtout pour une structure organisationnelle gouvernementale comme celle où je travaille? Je peux la prendre si tu. Oui. Il faut de toute façon une structure organisationnelle qui soit adaptée. Alors, c'est un cadre de travail safe, mais on n'est pas, ce n'est pas rigide. Il faut adapter à son contexte, et notamment adapter quand c'est vraiment plus, c'est aussi d'une orientation TI, et on va adapter nos principes, on va adapter la méthode quand on va faire d'autres choses que purement des TI. Mais la partie
je dirais, gouvernementales ou administratives, et aussi couvertes. Il y a des business cases qui sont très intéressants dans le site web. D'ailleurs, des user cases qui sont présents, qui sont de type gouvernementaux. Et il y a même une formation spécialisée Safe for Government en plus. Donc, Safe n'est pas incompatible du tout avec ce niveau. D'ailleurs, je vais partager autre chose ici qui est intéressant. Quand on reprend si je reprends je dirais l'image principale, si je prends Full Safe, la configuration globale et totale, on a deux éléments qui sont ici, dans lesquels on a des articles qui peuvent être intéressants. Okay? Et vous avez notamment un élément par rapport au gouvernement fédéral américain. On en a terminé avec les questions. J'en ai bien l'impression, effectivement. Peut-être dernier commentaire. Oui, vas-y, Patrick. On va peut-être pas fournir notre courriel, mais par contre, que ce soit Frédéric ou moi-même, on est présent sur LinkedIn. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires spécifiques, on est willing de répondre. Comme je disais tout à l'heure à Frédéric, le premier quart d'heure est gratuit, après c'est facturable, mais en 15 minutes, on peut couvrir pas mal de terrain, entre guillemets. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que Frédéric, tu veux rajouter quelque chose? Peut-être juste vous remercier pour votre présence. Je sais qu'il fait beau. 23 juin, j'avais des doutes, mais vous étiez là. Donc, j'espère qu'on a réussi à répondre à vos questions. J'espère qu'on a réussi à vous donner le goût peut-être d'en apprendre davantage sur le framework. Donc, voilà, un gros merci encore. Ouais. Merci beaucoup à vous deux, Patrick et Frédéric. Et puis Moi, le mot de la fin, je dirais que ont... c'est une bonne répétition, Frédéric. On va recommencer. Hein. Maintenant qu'on a fait une bonne répétition, on a